Elle est là. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste démarrer sur une petite touche logistique. On s'excuse préalablement un peu de l'agencement de la salle qui est très frontale. Ce n'est pas ce qu'on aime le plus à la CNDP, à la Commission nationale du débat public. Mais alors, on s'adapte un peu à l'agencement de la salle. On aurait préféré quelque chose d'un peu plus horizontal, on va dire, en vous ayant un peu plus proche de nous. Mais voilà, ça c'est l'amphi qu'on a. Donc, on va attendre Bertrand Pancher, c'est ça, pour qu'il voulait dire un petit mot. Je profite peut-être juste pour vous dire, présenter la CNDP, la Commission nationale du débat public, si jamais il y a quelqu'un qui ne la connaît pas encore. Donc, je suis Hilaria Casillo, vice-présidente de cette institution, qui est une autorité administrative indépendante et qui sert à quoi? Tout simplement à défendre les droits de chacune et chacun. À chaque fois qu'il y a un grand projet ou une politique publique qui a un impact non négligeable sur l'environnement, sur votre cadre de vie, notre cadre de vie. Et donc, l'instance, la CNDP est là pour défendre, faire valoir, garantir ce droit pour que tout le monde soit informé et puisse donner son avis, sa parole par rapport au projet qui les concerne. Donc, c'est une instance un peu singulière, comme dirait Loïc Blondiot, qui est ici avec nous et que je salue, pour une singularité française qui, quand même, est aussi une instance qui met en place des exercices aussi démocratiques très intéressants, qui expérimente beaucoup depuis 25 ans. Donc, voilà, je profite juste pour vous la présenter au cas où il y a quelqu'un qui ne la connaît pas encore. Donc, on peut peut-être commencer un peu à poser le cadre de ce débat. Et puis, quand Bertrand va arriver, on va lui passer la parole avec plaisir. Pourquoi nous avons décidé de consacrer à un atelier, un débat, à la question de la place des citoyens dans la gestion du régime d'urgence? Je pense que c'est une phrase qui nous a inspiré ça. C'est la phrase qui circulait beaucoup pendant la crise sanitaire, qui était « le monde de demain, le monde d'après ». Et on s'est dit à un moment donné, il y a aussi le monde du pendant, le monde d'aujourd'hui, là, maintenant. Pendant que la pandémie est en cours, comment on peut agir sur ce monde, comment on peut essayer d'élargir la décision aux citoyens. Et on sait quand il y a une situation de crise, d'urgence, le premier réflexe, c'est un peu de mettre de côté, on va dire, le débat public. Et c'est normal parce que quand il y a une crise, une urgence, il faut réagir vite, donc avoir des réponses même des fois logistiques à une crise liée à un tremblement de terre, à une catastrophe naturelle ou à une crise sanitaire. Donc néanmoins, nous nous sommes posé la question, est-il quand même possible, pendant la gestion d'une crise, d'intégrer d'une manière ou d'une autre les citoyens dans la gestion de cette crise? Et donc, nous avons décidé d'aborder un peu 4 enjeux, 4 aspects de cette question-là. Comment est-il juste d'intégrer les citoyens à la gestion d'une crise? Et si oui, comment? Il y a 4 aspects, il y en aura pas mal, mais nous avons décidé de nous concentrer sur 4 aspects. Le premier, 4 enjeux plutôt, le premier est celui de la place de la science et de savoir scientifique et technique qui est souvent utilisé pour légitimer, voire surlégitimer des choix politiques. Mais quelle science, quelle recherche conseille le roi, pour être un peu provocateur? Donc, ça, c'est une question qui a été très intéressante. Il y a beaucoup fait débattre pendant la gestion de la crise sanitaire. Et un autre enjeu, c'est celui qui est lié au recul des droits et des libertés. Est-ce que le droit à la participation est un des premiers droits qui doit être mis de côté pendant la gestion d'une crise ou d'une catastrophe? Le troisième enjeu tient à la confiance des citoyens et des citoyennes vis-à-vis de la donnée publique, de la parole scientifique, et ça montre comment on peut, quelles sont les conditions de la confiance dans cette parole savante, on va dire, de la part des citoyens. Et le troisième enjeu, c'est celui de la reconstruction post-catastrophe, post-crise, comment on intègre sur le long terme un peu les citoyens. Et c'est pour ça qu'on est très content. Et je suis très contente d'avoir ces intervenantes et ces intervenants avec nous aujourd'hui. Donc, on va en parler de ces enjeux-là avec Lina Calandra, qui est professeure des universités à l'Université de l'Aquila en Italie, et qui est experte de la manière dont on peut reconstruire avec ou sans les habitants une ville ou l'espace de vie suite à une catastrophe très très traumatisante comme celle des tremblements de terre. Chantal Joanneau, qui est présidente de la Commission nationale du débat public, donc cette belle instance qui garantit nos droits de participation. Le professeur Jean-François Defrécy, qui est président du conseil scientifique et du CN, vous m'aiderez à répéter l'acronyme de votre affiliation, CNCE, c'est ça? CCNE, voilà. CCNE, pardon.
et qui a eu une part non négligeable aussi dans le conseil de la gestion de la crise sanitaire, le conseil au gouvernement, et Audrey Libaud-Livet, qui est responsable du pôle ouverture aux citoyens à l'IRSN. Donc, c'est l'Institut de recherche de sécurité nucléaire. Voilà, vous expliquerez mieux que moi. Voilà, nucléaire, voilà. Et donc, on est ravis d'échanger avec vous et on vous avait proposé d'inverser un peu le protocole habituel des débats, c'est-à-dire on ne propose pas de commencer par votre intervention, on commence plutôt, si le public le veut bien, par vos interrogations. On est sûr que les questions qu'on a rapidement évoquées vous suscitent peut-être une réaction, des remarques, des interrogations. Et on s'est dit, on profite quand même d'avoir ces personnes, ces personnalités ici avec nous. Peut-être que vous aurez envie de leur poser d'emblée une question ou avoir une remarque. Et comme ça, on est un peu plus sûr, comment dire, que leurs propos vont aussi être plus centrés sur ce qui vous intéresse effectivement. Donc, on casse un peu le protocole et je commencerai à prendre pour une vingtaine de minutes vos questions, vos remarques, encore une fois. Qu'est-ce que vous aimeriez leur poser comme question ou comme remarque, comme ça, d'entrée en débat? Ne vous en privez pas. C'est une brise-glace qui va briser la glace. Imprimer ou imprimer. Voilà, voilà. Oui, je suis Paola Orozco-Suel. J'ai une question qui me vient par rapport au deuxième enjeu sur le recul des libertés et des droits. C'est en fait qui doit arbitrer entre des droits contradictoires, puisque dans la gestion des crises, il y a aussi d'autres droits en fait qui rentrent en jeu et qui sont tout aussi légitimes et prioritaires. Alors, il y en a un là. Vous n'avez pas bien entendu l'arbitrage entre plusieurs... Oui, l'arbitrage en fait entre des droits contradictoires, tout aussi légitimes, tout aussi prioritaires et tout aussi importants. Donc la liberté est un droit, mais la santé ou la vie en est un autre. Et qui doit arbitrer en fait entre ces droits contradictoires, puisqu'il y a un enjeu de liberté qui recule. Merci. Allez-y, je vous en prie. Ça y est, ça y est. Moi, la question est simple. Qu'est-ce qui fait quel est l'enjeu de la participation en temps de crise? Merci. Ensuite, il y avait une autre question. Oui, vous. Bonjour. Alors, ce ne sera peut-être pas une question, mais ce sera un partage une remarque et un partage d'expérience qui amène à une réflexion. Je suis le directeur d'un réseau, d'une association qui anime un réseau d'acteurs de la culture scientifique en Hauts-de-France, donc qui anime des débats sciences et citoyens. Et je fais partie aussi d'un même réseau national là-dessus. Et quand la crise du Covid est arrivée, on s'est tourné vers nous, donc musée de sciences, centre de sciences, etc., en disant dans cette crise, il y a une catastrophe sanitaire. Voilà. Les gens refusent le vaccin. Il y a plein de gens qui sont anti-vax, qui ne veulent pas se vacciner. Il y a plein de fausses informations qui circulent là-dessus, etc. Il faut absolument réagir vite parce que c'est une catastrophe. Si effectivement les gens ne vont pas se faire vacciner, on risque de ne pas se sortir de la crise. Et il faut réagir vite. Sauf que nous étions complètement confinés. Difficulté d'avoir accès à des publics en cette période-là. Et du coup, on s'est retrouvés un petit peu démunis sur ces questions-là, de comment on nourrit le débat et le dialogue science et société quand on est pris comme ça à la gorge par un enjeu extrêmement important qui est lié à une situation sanitaire. Merci. Est-ce qu'il y a une quatrième question quelque part? Là, encore deux. Oui, je voulais poser la question au président du Conseil scientifique. Dans la composition du Conseil scientifique, s'il y avait à refaire, quelles seraient les propositions du président? Et la deuxième, c'est qu'il était prévu à ce que les citoyens participent et contribuent plus en tout cas, que les citoyens soient aussi participent au débat, quelque part, d'un certain nombre de questions éthiques, sociales, que pose la crise sanitaire, et est-il satisfait finalement des développements qu'il y a eu
de cette proposition qui est une des premières préconisations qu'avait donné le Conseil. Merci beaucoup. Il y avait une autre question ici, en première file, c'est ça? Le micro arrive. Je peux y aller? Oui. Oui, juste, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec vos hiérarchies respectives et votre conscience dans tout ce que vous faites comme travail qui est parfait, mais qu'est-ce que ça donne? Comment vous vous sentez avec ça? Eh ben, on a déjà une belle... Un premier round, on va dire, de questions. On va en reprendre encore. Donc... J'avais le micro. Alors, où je le rends? Je suis là. Oui. Oui. Allez-y. Oui. Okay. Est-ce qu'on peut considérer le changement climatique comme étant une situation de crise qui justifierait un mode de participation adapté? Merci beaucoup. Merci. Alors, je propose de commencer un peu à répondre. Donc, il y avait la question des arbitrages, des droits. Je ne sais pas si chacun de vous veut dire un mot peut-être sur cette question transversale. Et l'enjeu de la participation en temps de crise. Peut-être, Chantal, je ne sais pas si tu veux répondre à ça. La question de la culture scientifique, comment ouvrir le débat sans société. Peut-être Audrey pourrait répondre peut-être à cette question. Et puis, bien évidemment, les questions sur la composition de conseils scientifiques et les préconisations de l'ouvrir aux citoyens et les difficultés aussi rencontrées dans la mise en place des dispositifs et la question du changement climatique. Peut-être Lina aussi pourrait un peu nous dire des choses. Allez-y, Chantal, je te laisse démarrer. Merci pour cette participation. Sur le thème de l'urgence, en fait, pourquoi est-ce que d'ailleurs on y a beaucoup pensé? C'est qu'évidemment, au moment de la crise du Covid, ça a été la première difficulté à laquelle on a été confronté. C'est-à-dire que pendant le confinement, il y a eu une suspension des délais administratifs et donc il n'y avait plus de participation possible. C'est-à-dire que nous, on ne pouvait plus demander à nos interlocuteurs, en particulier aux responsables de projets, de mener des démarches participatives puisque tous les délais étaient suspendus. Et pendant un certain temps, il ne s'est rien passé en termes de participation et quand on a repris, on nous a dit... Oh là là, mais avec les difficultés sanitaires, il faut qu'on fasse que du numérique. Et donc, après avoir mis entre parenthèses ce droit, finalement, on va entre guillemets le dégrader parce que si on fait que du numérique, toutes les personnes qui n'ont pas accès aux outils numériques ne pourront pas participer. Et donc, on a beaucoup réfléchi évidemment à cette question. On s'est dit non, ça c'est pas possible. On peut pas dégrader ce droit, surtout pendant cette période, qui est une période de crise qui forcément nous fait réfléchir, pose des questions éthiques, pose des questions d'adaptation de la société. Et donc, on a rédigé des préconisations pour pouvoir faire de la participation différente, mais pas dégradée. Différente parce que voilà, on a dit vous ne devez pas faire que du 100% numérique. Il y a d'autres modalités de participation qui sont possibles via la radio, via le téléphone, via les courriers, via d'autres participations possibles qui font qu'on laisse personne de côté. Parce que c'est un droit, quelle que soit la situation, qui appartient à toute personne vivant en France de pouvoir participer aux décisions qui le concernent. Et puis on a réfléchi, on s'est dit mais finalement par rapport à une crise comme le Covid qui est pleine d'incertitudes, finalement, est-ce que ce droit, plutôt que de le mettre entre parenthèses ou de le dégrader, il ne faudrait pas au contraire le renforcer et permettre à toute personne, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir participer à ces décisions. Et la question, je trouve qu'elle s'est posée avec beaucoup de force, et après j'arrête parce que sinon, avec beaucoup de force, notamment par rapport à la politique vaccinale. Et bon, oui, je vais mettre les pieds dans le plat comme d'habitude, mais l'idée de dire on va faire réfléchir un groupe de citoyens limité et tiré au sort sur cette politique vaccinale alors qu'on constatait qu'il y avait des résistances, était vraiment une idée bête. C'est-à-dire que le sujet n'est pas de savoir comment mettre en place la vaccination, mais pourquoi une partie de la population, pour des raisons qui lui sont propres, par ses propres émotions, avait des réticences. Et dans ce cas-là, il faut que tout le monde puisse participer. Il ne faut pas limiter ça à un petit bout de la population, il faut que tout le monde puisse participer, puisque des citoyens tirés au sort, ils vont être formés, ils vont être informés, ils vont forcément construire un raisonnement beaucoup plus
rationnel, et donc ils ne parleront pas avec leurs émotions. Donc je dis beaucoup de choses hyper intelligentes. En fait, j'ai tout piqué à Hilaria, il faut quand même que je vous le dise, puisque c'est Hilaria qui avait le plus réfléchi à ces questions en termes de participation. Mais vraiment, on voit que là, c'est un exemple très concret sur la politique de vaccination en période de crise, qui montre que plutôt que de dégrader un droit, il fallait au contraire essayer de le renforcer, que ça nous aurait certainement apporté énormément de clés de compréhension et donc de clés de réponse pour améliorer effectivement cette gestion de crise. Non, je rends à César ce qui appartient à César, Hilaria. Alors peut-être passer le micro oui. Oui, alors d'abord, je suis président du conseil scientifique qui éclaire le gouvernement. La première question, c'est fallait-il un conseil scientifique? Est-ce qu'il fallait créer un objet nouveau pour une crise dont on n'imaginait pas, d'ailleurs, quand il a été créé en mars, tout à fait début mars 2020, qu'elle allait s'inscrire dans le temps. Et je vous rappelle que donc il y a crise, mais il y a poursuite de la crise. Et sans trop vouloir charger la barque, nous sommes encore dans la crise. Hein. Donc on n'est pas sorti. Hein. Alors, on aurait pu, hein, par exemple, nommer un conseil scientifique avec les directeurs des agences sanitaires diverses et variées que nous avons en France. Le gouvernement, et disons le président de la République, a souhaité qu'il y ait, parce que ça s'est fait assez vite, parce que je l'avais alerté sur le fait que je pensais qu'on était en train de rentrer dans une crise majeure, a souhaité qu'il y ait un conseil scientifique ad hoc. Alors, comment il a été nommé? La moitié des membres, c'était de mes propositions, et la moitié des autres membres, c'était le gouvernement. J'ai souhaité qu'il y ait des sciences humaines et sociales, d'emblée, qu'il y ait un représentant de la société civile au moins, et qu'ensuite on ait, je dirais, à peu près une répartition sur les différentes disciplines nécessaires à une crise qui était sanitaire et liée quand même à un virus. Après, on a fait rentrer dans un deuxième temps une pédiatre, une pédopsychiatre pédiatrique, quelqu'un de One Health. On a beaucoup travaillé avec les gériatres. Mon mergré, initialement, j'avais demandé à ce qu'il y ait quelqu'un de l'économie. Et puis, on m'a dit, mais non, c'est un conseil scientifique sur la gestion de la crise sanitaire. Et il y aura par ailleurs un conseil économique qui n'a d'ailleurs pas tourné, enfin, de façon très ponctuelle. Et donc, on n'a pas eu. Mais on a eu beaucoup de contacts, sachez-le, avec les différentes disciplines. Chaque membre du conseil scientifique était une tête de pont de l'ensemble de sa discipline, et il y avait une sorte de descente vers l'ensemble des troupes de la discipline, à la fois en France et à l'étranger. Si je regarde en Europe, l'immense majorité des pays a créé un conseil scientifique indépendant et nouveau. Donc à quelque chose de très particulier, il y a une réponse particulière. On dit que c'est souvent la France qui crée des objets nouveaux. Bon, il se trouve que là, ça s'est fait à peu près partout, aux États-Unis aussi d'ailleurs. Il y a un modèle qui est un peu différent du nôtre et qui doit nous faire réfléchir pour la suite. C'est le modèle anglo-saxon, anglais, canadien, australien, où ils ont en permanence, indépendamment de la crise, ce qu'on appelle un Chief Medical Officer, qui est une personne, entre guillemets, homme ou femme, scientifique de très haut niveau, indépendant du ministre de la Santé et indépendant du ministre de la Recherche, qui est là pour conseiller directement le gouvernement sur les grands enjeux scientifiques ou médicaux qui peuvent se poser. Et c'est une des questions du post-crise, parce qu'on n'a pas ça en France. Hein. Donc je m'interroge, à vrai dire, dans les messages à laisser ensuite, s'il faudra aller vers une proposition de ce type. Mais il faut il faut d'abord qu'elle soit dépendante du Parlement, probablement, et pas indépendante du pouvoir direct. Et en plus, il faut des très belles et des très fortes personnalités pour arriver à la fois associer la communication avec ses pairs, les scientifiques, et puis bien sûr avec le politique, et, on va y revenir, avec le citoyen. Alors, si j'ai un regret, oui, j'ai un regret. C'est-à-dire, moi, je suis issu du monde du sida. Hein, donc, depuis 35 ans, je suis habitué à travailler avec le milieu associatif, qui est différent du milieu citoyen, mais qui est quand même une part du milieu citoyen.
Et donc, j'avais, en tant que président du comité national d'éthique, on avait mené juste 2 ans avant les états généraux de la bioéthique, on avait d'ailleurs parlé avec Chantal, qui était bien dans ce triangle de la démocratie en santé, entre les questions qui se posent, très difficiles qu'il y avait en bioéthique pour la nouvelle loi de bioéthique qui se posait, les sachants donc, les politiques qui décident et qui finissent par voter telle ou telle loi, et où se place le citoyen. Et on avait organisé à l'occasion des États généraux, avec des différents outils, un jury citoyen, des auditions, des débats en région, toute une série de questions de ce type. Et avec tout ce passé, quid de ce qui s'est passé sur le Covid? Et là, c'est terrible parce que, alors qu'on est averti qu'on est plutôt... que le conseil scientifique était plutôt très ouvert sur cette participation citoyenne, on n'a pas bien réussi. Moi, je le dis, on n'a pas bien réussi. C'est en partie de notre faute, en partie de la faute du gouvernement, qui ne nous a pas écoutés pour certains aspects, et en particulier celui-là. Mais c'est normal, c'est aux politiques de décider. Un conseil scientifique n'est là que pour éclairer. Il n'y a jamais eu, à mes yeux, d'enjeu, contrairement à ce qu'a raconté la presse, d'un troisième pouvoir médical en France. C'est totalement du rêve. Alors, moi, dès le mois d'avril, c'est-à-dire dès la phase de sidération du premier confinement du mois de mars, mais dès les premiers jours d'avril, on a fait une recommandation de la création de quelque chose, d'un objet nouveau, puisqu'on était dans les objets nouveaux, qui aurait été la composition d'un comité citoyen, qui aurait été une sorte de tampon pour rejoindre ce fameux triangle entre la décision politique, le conseil scientifique, les sachants, entre guillemets, et puis faire monter quelque chose dont les modalités auraient pu être affinées, etc. Bon, et ça ne s'est pas fait. J'ai cru que ça allait se faire au moment du déconfinement avec le plan Castex. Et puis après, ça ne s'est pas fait. Le gouvernement n'a pas souhaité le faire, finalement. Et je pense que c'est une erreur. Profondément, c'est une erreur. Parce que la crise sanitaire doit répondre... Elle a des particularités. Elle est très vite sociétale et elle peut devenir politique. Elle est bien sûr économique. Et c'est pour ça que la décision, elle est fondamentalement politique. Et il ne faut surtout pas confier les décisions d'une crise sanitaire aux scientifiques et aux médecins. Ça serait une grave erreur, parce qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent se poser. Ils doivent l'être là pour éclairer et montrer les aspects de la crise sanitaire et les enjeux, mais il y a d'autres enjeux qui sont autres que sanitaires. Et là, je pense que pour un certain nombre de décisions, on peut revenir sur les conditions à l'école. Vous l'avez évoqué, Chantal, sur la vaccination. Où finalement, moi, je considère que les Français ont été d'une compliance absolue. Les médias nous montrent que les 7 ou 8% compliqués, et c'est normal d'ailleurs, mais qu'on retrouve toujours, mais en gros, l'immense majorité des Français a accepté des mesures de privation de liberté par certains côtés, qui à mes yeux étaient nécessaires. J'ai aucun état d'âme sur la première question, mais qui sont justifiées à partir du moment où elles s'expliquent, elles sont discutées et elles sont partagées avec le monde citoyen. Et je trouve qu'on aurait gagné beaucoup sur l'accès, sur la vision, par exemple, non pas finalement du résultat final. Regardez où on est en termes de vaccination, et même d'acceptation du pass sanitaire. Finalement, le résultat est là. Et ce n'est pas les images des manifs du samedi qui sont un vrai problème. L'immense majorité des Français suit bien, finalement, ce qui lui a été proposé. Mais il le suit et il n'a pas l'impression de participer à ce type de décision. Donc voilà. Alors après, il faut relativiser, et je termine là-dessus, parce qu'il n'y a rien eu finalement de fait au plan national, sauf ce comité très tardif autour du vaccin et du CESE, qui est fondamentalement pas une réussite. Moi, je suis totalement d'accord sur l'analyse. Par contre, il y a eu des réussites en région. Et ça, on oublie de le dire. Et donc, c'est vraiment le verre, il est à moitié plein, à moitié vide. Il y a les grandes métropoles, un certain nombre de grandes métropoles, ou au contraire, de petites métropoles en région, ont monté des comités avec un mélange à la fois de citoyens, de politiques, de scientifiques locaux, régionaux, sur lesquels il y a eu de vraies discussions. Je peux citer Grenoble, je peux citer Bordeaux, je peux citer Nantes, je peux citer Rennes, je peux citer Strasbourg, je peux citer Paris aussi, dans une certaine mesure. Et il y en a d'autres. Et il s'est monté toute une série d'objets nouveaux, dont il fera d'ailleurs
On est en train d'essayer de mettre quelqu'un dessus, quelqu'un de Sciences Po, pour essayer de récupérer toute l'info, comment ça s'est construit, comment ça a marché, les points positifs, les points plus qui n'ont pas marché, entre guillemets. Parce que finalement, et c'est peut-être la leçon de tout ça d'ailleurs, c'est que dans cette France qui est très top-down et où Paris décide de tout par certains côtés, on voit bien que les grands enjeux et que les modalités pratiques se sont passées en région. Mais on avait beaucoup insisté là-dessus et il y a eu un certain nombre de réussites en région. Donc pour terminer sur cette première partie autour de l'enjeu de la construction d'une vision citoyenne d'une crise, oui, c'est fondamental qu'elle y soit, parce que, et d'autres vont le dire après moi sûrement, fondamentalement, on gère ce type de crise en essayant de gagner la confiance. La confiance des citoyens vis-à-vis de leurs politiques, qui n'ont pas beaucoup, vis-à-vis de leurs médecins et de leurs scientifiques, qu'ils avaient, mais qui sortent très ébranlés de cette crise. Moi, j'en ai pleinement conscience, ça me navre, mais c'est une réalité. Alors qu'on avait une sorte de consensus de construction entre patients, médecins en France, c'est très déséquilibré là maintenant pour une série de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et donc, cette discussion citoyenne est la base de la confiance. Alors, je vais essayer de répondre à la question suivante. Donc moi, comme l'a dit Hilaria, je travaille à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et en fait, c'est un institut d'expertise et de recherche donc qui ne se prononce pas sur faut-il tel ou tel mix énergétique. Je calme tout de suite le sujet. Mais si on utilise la radioactivité en France, alors il faut qu'il y ait cette expertise et cette recherche. Depuis un peu plus de 15 ans, on a fait le choix d'avoir une politique d'interaction sans société en mettant en place notamment des lieux de dialogue scientifiques partagés. Et ça, je dirais que ça nous sert aussi parce qu'on a fait le constat que quand la participation à la décision, elle arrive qu'au moment de la décision, alors c'est déjà tard pour plein de choses. C'est déjà tard pour réfléchir aux alternatives, c'est tard pour réfléchir à d'autres projets, d'autres recherches, etc. Et que c'est dans un continuum de participation, si on commence très très en amont, alors on peut mieux s'impliquer et vraiment influencer sur la décision quand arrive le moment de la décision. On a parlé de l'urgence et de la crise. Dans la crise, il y a deux phases, c'est comme tu l'as expliqué, Hilaria. Cette phase d'urgence, on a parlé depuis hier du moment de la décision brutale, dont on ne sait pas trop bien finalement qui la prend, etc. Et puis, à ce moment-là, le risque, c'est que même une institution qui avait essayé de s'ouvrir, elle se referme, elle se replie parce que justement, elle est dans un temps qui est totalement bouleversé, dans un temps très court, avec des décisions à prendre. L'enjeu de toute cette phase, c'est comment on va pouvoir partager de l'information tous ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est venu, nous, associations ou nous, organismes de culture scientifique, nous chercher, mais on était démunis parce qu'on n'avait pas les éléments, etc. Il y a aussi d'autres associations que j'ai entendues dans d'autres ateliers qui ont dit nous, on a attendu qu'on vienne nous chercher et puis il n'y a jamais rien qui est arrivé, alors que d'habitude, on était impliqués dans différents cercles institutionnels. Et puis, il y a ceux qui ont décidé que d'habitude, ils ne s'impliquaient pas, qu'on ne leur avait rien demandé et qu'ils ont décidé de prendre la parole et de prendre leur place dans le sujet. Et donc l'enjeu, c'est bien ce partage d'informations scientifiques, partage pluraliste. Il n'y a pas de monopole de l'expertise. L'expertise n'appartient pas à des experts publics c'est cette expertise pluraliste qui est co-construite, on y reviendra tout à l'heure, avec la société. Et pour ça, effectivement, il faut avoir emprunté ce chemin avant la crise. Parce que quand arrive la crise, c'est compliqué. Donc on a dit, l'enjeu, c'est le partage d'informations. Comment on donne accès, donc c'est tout ce qui est open data, c'est tout ce qui est open access, toute la publication scientifique, etc. Ça coûte très cher pour des citoyens et des associations d'y avoir accès. Comment on peut démocratiser tout ça? Comment on peut le mettre sur la place publique? Parce que la majorité, 70% des citoyens, c'est pas moi qui le dis, c'est le baromètre de la perception des risques,
Les citoyens, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès directement aux données scientifiques pour se faire leur propre avis, leur propre jugement. Ils ne veulent pas qu'on... Enfin, voilà. Et donc, ça compte, il faut l'entendre. Et il faut que nous, les experts publics, quelles que soient nos thématiques, on s'organise pour le rendre possible. La question, c'est pas est-ce que les citoyens vont faire confiance dans l'expert? Non, d'abord, c'est comment l'expert se met au service des citoyens pour qu'ils fassent leur boulot de citoyen. Quand un décideur quel que soit le niveau du décideur, il doit prendre une décision très très vite dans un temps contraint. Mais chaque citoyen aussi, il est en responsabilité de son propre gouvernement, sa famille, ses collègues de travail, etc. Et donc, comme tous les parents, on s'est tous posé la question pendant le confinement, est-ce que finalement j'utilise cette heure où je peux sortir les enfants pour aller au square, sachant qu'ils vont lécher le toboggan, ou bien est-ce que je reste à la maison pour les protéger au maximum de l'épidémie? Voilà. Moi, en tant que gouvernante, présidente, premier ministre de ma famille, j'avais aussi ces questions-là. Ces questions-là aussi. C'est des questions que les experts doivent entendre. Et ça les bouscule. Ça les bouscule parce que ce n'est pas des questions auxquelles on va répondre dans le quotidien. On a beaucoup parlé du livre de Rosan Vallon ces derniers temps. Il faut partir du ressenti des citoyens. Bah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment sur ça qu'il faut que nous, experts, on commence. Même si ça nous déstabilise, ça fait partie de notre nouvelle façon de faire notre métier. Merci beaucoup. Professeur Calandra, quelqu'un a posé la question de la hiérarchie, voire peut-être l'emboîtement des droits. Vous avez beaucoup étudié la question, la manière dont le tremblement de terre de 2009 a touché de manière très virulente L'Aquila avec 308 mortes, si je me souviens bien. Et il se pose aussi la question, là aussi, des droits à la maison, droit au toit, tout un tas de droits, peut-être pas santé, mais en tout cas, est-ce qu'on prend le temps de faire participer ou d'entendre les habitants face à quand même un cataclysme, une catastrophe de cette ampleur-là? Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un mot aussi sur cette question d'emboîtement des droits, dans des questions si cruciales comme la reconstruction, par exemple? Merci pour la parole. C'est toujours un privilège de pouvoir parler et d'avoir des gens qui écoutent, parce que... Et une petite précision, je ne suis pas experte de reconstruction. J'ai simplement eu la chance d'être touchée dans la famille, dans la maison, dans mon boulot, par le tremblement de terre, en étant une académique, une scientifique, quelqu'un qui fait de la recherche comme travail. Donc je me suis trouvée dans cette situation d'être citoyenne, est-ce que c'est le français, citoyenne, touchée par une catastrophe. Voilà, c'était fantastique. Parce que je me suis rendu compte que, en tant que citoyenne, je comptais rien du tout. En tant que scientifique, chercheur, j'avais des moyens, j'avais des instruments, j'avais de la connaissance, de la compétence pour faire compter ce qui était important pour les citoyens. Donc là, ça a déclenché quelque chose dans ma tête et c'est un peu ce qu'on est en train de débattre finalement. Donc c'était ma précision. Deux constats. Ce que j'ai pu apprendre en tant que scientifique et citoyenne touchée par une catastrophe, c'est que quand il y arrive une urgence, c'est parce qu'il y a eu dans le passé un déficit démocratique important. Je n'ai pas trop réfléchi sur la pandémie, mais sûrement quand il s'agit d'un tremblement de terre, d'une inondation, il y a eu quelque part dans le passé un gros déficit démocratique. Dans les décisions, par exemple, d'aménagement du territoire, de l'urbanisme.
Je ne peux pas rentrer dans les cas spécifiques de l'Aquila, mais l'Aquila le montre bien. Deuxième constat, une urgence ne fait que accélérer, accentuer les dynamiques, les phénomènes qui sont déjà en cours. Donc, l'urgence, c'est ça. C'est un miroir qui nous réfléchit ce que nous sommes et ce que nous avons été, non? Nous avons été. Alors, l'emboîtement de liberté, qui décide? Je n'ai aucune idée. Je peux dire, il faut se poser plutôt la question comment on décide. La procédure. Parce que dans notre expérience, on a vu qu'on peut, à travers la participation, arriver à une décision qui n'est pas parfaite, ça marche pas, mais elle est acceptée si elle est construite parmi une procédure, une méthode qui est claire, transparente, acceptée. Les regrets, les difficultés. Souvent, on a l'impression d'être vraiment Don Quichotte envers les moulins. Parce que le monde court vite dans d'autres directions et de construire une façon, une méthode, une procédure pour tenir compte de ce qui est mon débrouillage quotidien dans une difficulté extrême. Et bon, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Je peux vous dire qu'après 6 ans de beaucoup d'initiatives, budget participatif, écriture collaborative, de règlements, statuts, j'en ai eu marre. Ça suffit. Ça suffit. Je rentre dans mon rôle d'académique. Bon, ce n'était pas tout à fait comme ça, hein, parce que continue à déranger beaucoup de gens. Mais c'est ça, le risque, le regret. Qu'on arrive au bout d'un moment, qu'on s'est dit, mais tout ça, ça sert à quelque chose. Je m'arrête parce que je ne veux pas vous laisser avec ça sert ou ça ne sert pas. Ça sert. Merci beaucoup. Donc la question aussi de la manière de la prise en compte qui est cruciale dans tout processus participatif. Il y avait aussi une question si on peut considérer ou pas le changement climatique comme une crise et est-ce qu'il y a des dispositifs adaptés. Donc si quelqu'un souhaite répondre tout de suite, Chantal, peut-être si tu diras un mot sur cet aspect, puis on prendra. C'est la spécificité peut-être de la crise climatique par rapport à la crise du Covid, qui est effectivement une crise qui a surpris, entre guillemets, par l'émergence d'un phénomène qu'on n'avait peut-être pas anticipé, quoique. J'ai retrouvé des rapports qui parlaient des zoonoses depuis longtemps. Mais c'est une crise structurelle de long terme qui, en fait, c'est une crise systémique qui remet en question les systèmes et les institutions. En ce sens, est-ce qu'on peut parler de crise? C'est un bouleversement profond, mais qui pose peut-être des questions un peu différentes que la question de l'urgence. C'est-à-dire que moi, ça m'agace quand on parle pour le climat d'urgence. Ça fait tellement d'années que c'est sur la table, ça fait tellement d'années qu'on sait. Il faut arrêter cette question de l'urgence. Non, c'est peut-être de l'inconscience collective, de l'aveuglement à répétition, mais ce n'est pas de l'urgence. Bon, pardon. Je sors de ma neutralité habituelle.
Le débat est libre et c'est ce qui compte. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il y aura quand même un autre moment pour poser des questions. Mais si vous avez une question urgente, une remarque, on peut la prendre. Sinon, j'aimerais poser aussi des questions précises pour qu'ils puissent développer davantage leurs propos. Mais s'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui veut poser une question, n'hésitez pas. Allez-y. Puis on enchaînera. Merci. Merci pour vos contributions. Je voulais parler dans la concertation ou les participations citoyennes. Souvent, on parle de crainte, de défiance. Mais là, il y a une émotion particulière qui était la peur. La peur qui a nourri différents comportements, différentes thèses plus ou moins douteuses. Et c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avant le débat, mais les méthodes là, on était plutôt confrontés à de l'information pour une injonction. Seul le comité scientifique disait toujours notre état des lieux est celui-ci, mais ce n'est que notre point de vue. Et les journalistes, vous poussez souvent à donner une décision. Mais là, je vois que c'est clair. Le fait que la méthode de participation citoyenne, c'est-à-dire une information transparente, sourcée, documentée pour avoir un avis éclairé, finalement qui paraît peut-être pas prioritaire, et qui juste un avis éclairé sans nous dire « je vous donne cette information pour assumer cette injonction », me paraît plus ressortir et savoir comment on travaille avec la notion de peur. Peur de perdre la vie, de perdre des proches, peur du futur. Et souvent, la concertation, on dit qu'on n'arrive pas à accrocher le public parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais là, on était tous concernés et on avait tous une forme ou non de peur. Alors, comment on travaille sur ces sujets en tant qu'expert face à une émotion? Merci beaucoup. On prend une autre juste derrière, parce que vous posez des très belles questions. Bertrand Séné, ma question est un peu complémentaire de celle d'avant en fait. Il y a cette part effectivement des émotions et puis je me pose vraiment la question comment on aurait pu clarifier les choses. En fait, pour vous dire, j'ai une idée en tête qui me trotte, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a tout un tas de réflexions, d'arguments qui de toute évidence ne tenaient pas la route, mais qui se diffusaient sur les réseaux sociaux et qu'on n'a aujourd'hui pas pris les moyens d'arrêter. Est-ce que, en créant par exemple un grand débat à la télévision auquel tout le monde aurait pu accéder, on n'aurait pas pu justement avoir au moins certains arguments qui auraient été de toute évidence contrés. Et d'ailleurs dans les deux sens. Et permettre à tous ceux qui ont des avis particulièrement tranchés de pouvoir s'exprimer et qu'il puisse y avoir des réponses derrière. Parce qu'en fait, il y a une absence totale de réponses et du coup, tout le monde peut dire n'importe quoi et il y a certaines choses qui se répandent, et notamment à cause des émotions, des peurs, etc. Donc je me demande quel format en fait aurait pu... je ne crois pas du tout qu'un simple tirage au sort d'une assemblée qui aurait réfléchi aurait permis de résoudre le problème. Il y a quelque chose qu'il fallait vraiment exprimer et de façon publique. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc, je vous invite vraiment librement, même tous les quatre, si vous voulez vous positionner par rapport à ces questions. J'ajoute peut-être une question, je profite. Est-ce qu'on aurait pu, on aurait dû, si oui, comment, expliciter peut-être davantage le fait que la science, la technique, a ses controverses, c'est un savoir situé dans le temps et dans l'espace qui est valable aujourd'hui, qu'il n'y a qu'une vérité qui est valable de manière objective. Cette chose-là, est-ce qu'il fallait, à un temps de crise, c'est opportun de faire état des controverses? Est-ce que ça provoque plus de tension, de panique ou de peur, ou au contraire à l'autre chose, parce que c'est une question aussi qui a un impact sur la confiance, la manière dont on peut adhérer ou pas à un choix fait par le politique. Donc si tous les quatre, et toutes les trois et le quatrième voulaient répondre, ça serait très, très intéressant de vous entendre. Je vais essayer de commencer commencer à répondre à ces trois questions. Trois excellentes questions. La première, c'est comment on travaille en tant qu'expert face à une émotion.
Déjà, en fait, les experts ne sont pas des robots humanoïdes venus de la planète Vulcain. Ils sont aussi des femmes et des hommes qui ont aussi leurs émotions. Et en fait, ça, déjà, l'accepter et travailler là-dessus, c'est aussi important. Au sens où les experts qui travaillent sur le sujet ont aussi des peurs pour leurs proches, pour leurs... Enfin, voilà. Je dis ça, j'ai été touchée dès la première semaine par le Covid, donc c'est le cas de tous les experts. Et pour s'entraîner beaucoup à la crise, alors plutôt sur les crises radiologiques et nucléaires, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire comment, vous avez dit le mot tout à l'heure, c'est le pluralisme de l'information et c'est aussi comme ça qu'on combat les fake news. Parce que si on ne fait qu'un seul canal d'information, déjà, ce canal ne peut pas répondre à toutes les demandes et à toutes les expressions partout, surtout les plateaux télé, les radios et les réseaux sociaux. Mais aussi, il permet aussi, si cette expertise scientifique, elle a discuté avec et elle a partagé de l'information avec tous les autres acteurs, alors ils sont aussi acteurs d'un partage d'informations qui soit un peu cohérent. Et sur le sujet, je fais un lien aussi avec la dernière question. Pourquoi c'est aussi important ce pluralisme ? Les experts ne doivent pas chercher à ce que la société civile elle soit d'accord avec eux. Les experts publics, ils doivent mettre l'information scientifique sur la table tel qu'on en est à l'état de la recherche. Donc on dit, voilà, et d'ailleurs on voit bien les rapports du GIEC, ça fait des années qu'on en a, tous les 5 ans on remet à jour le truc, mais les grosses informations elles ne changent pas énormément. Et le sujet, c'est pas les mêmes qui mettent l'information sur la table et ceux qui construisent les solutions et les décisions. Ça c'est important aussi. Et ça c'est bien le décideur et le citoyen qui vont construire des solutions. Alors ça, il faut un peu de temps. Pendant la phase d'urgence, c'est compliqué. On est plutôt sur le post-accident, la deuxième phase. Donc les experts, on ne cherche pas à faire en sorte que le citoyen soit d'accord avec nous. On met de l'information sur la table de façon à ce qu'il puisse se forger sa propre opinion de citoyen libre et éclairé. C'est vraiment une posture différente. On n'est pas dans convaincre. On est sur comment on met toutes les informations autour de la table parce qu'elles ne viennent pas que d'une seule source et comment on les croise. Je pense que c'est un bon élément pour pouvoir limiter les fake news. Moi, 2 remarques. La première, c'est que vaut l'expertise quand on est avec une science qui est construite sur du sable. Et c'est difficile. Hein. Je l'ai déjà vécu dans une période extrêmement difficile qui était la période 90-95 où on savait diagnostiquer les patients SIDA et on ne pouvait rien leur proposer. En gros, hein, c'était, souvenez-vous, avant l'arrivée des trithérapies. Donc c'est une période d'impuissance totale qui est toujours extrêmement difficile à encaisser pour des experts, en particulier en médecine, mais aussi faire comprendre aux décideurs politiques. Alors, un exemple récent, regardez, alors vous pouvez dire, mais comment se fait-il qu'on n'en sache pas plus, que ça n'aille pas plus vite ? Je trouve que ça a été finalement allé assez vite, hein. On a trouvé quand même des vaccins en très peu de temps. On va avoir des médicaments probablement ciblés directement contre le virus à partir de la fin de l'année, c'est-à-dire c'est 18 mois, c'est-à-dire c'est le temps nécessaire. Et puis inversement, il y a des choses qui évoluent. Regardez le message autour du vaccin, par exemple. Les vaccins protègent contre les formes sévères et les formes graves. On ne sait pas, voilà ce qui a été dit il y a 8 mois, on ne sait pas s'ils protègent contre la transmission du virus. Puis après, on vous a dit que si, ça protège contre l'infection et contre la transmission. Et puis maintenant, avec les données que nous avons, on sait que ça continue à bien protéger contre les formes sévères et les formes graves, et qu'inversement, sur la transmission, c'est-à-dire sur l'infection, eh bien, le niveau de protection, il est de l'ordre que de 50% au maximum. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement être vacciné actuellement et s'infecter, et qu'on sera protégé contre une forme sévère et une forme grave, et qu'on sera infecté soi-même et qu'on peut infecter les autres. Et regardez l'évolution. On ne savait pas, puis on a su
à minima. C'est donc l'évolution de la science. Hein, et c'est la crise avec... et alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi cette évolution, ces variations, etc. C'est parce que c'est l'arrivée des variants. Hein. Et avec un variant qui a un niveau de transmission qui est beaucoup plus élevé, évidemment, le niveau de protection contre l'infection, il est beaucoup plus faible. Hein. Et donc, question posée, alors, finalement, où va-t-on, hein, où on est dans cette zone-là à peu près un peu tranquille, avec le pass sanitaire, un niveau de vaccination relativement élevé. Eh bien, on va, avec un variant Delta qui va rester 2-3 mois, qui est en train de courir le monde dans son ensemble, hein, de faire le tour de la Terre, qui va revenir nous impacter un peu plus fort d'ici quelques semaines. Mais je suis incapable de vous dire quel sera le variant d'après. Si ça va être un variant qui va être plus gentil, si ça va être un variant qui va être avec un niveau de transmission qui va être plus élevé, ou si au contraire c'est un variant d'échappement immunitaire et d'échappement au vaccin. Hein, donc c'est comment l'expertise et que se transmet à la fois vis-à-vis du citoyen, c'est la discussion d'aujourd'hui, mais aussi du politique, qui ne comprend pas, qui ne comprend pas que les experts ne lui donnent pas des choses extrêmement précises. Hein. Et comme la culture scientifique en France, et en particulier de nos élites politiques, est proche de zéro, c'est compliqué, même s'ils ont une grande capacité d'adaptation, même si on a un président en particulier qui s'est parfaitement adapté à tout ça, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, des très hauts fonctionnaires qui ont eu à gérer cette crise. Donc c'est compliqué, cette notion du doute, hein, de l'hésitation, de la construction scientifique sur le doute. Quand on est un scientifique, c'est fondamental de douter. Si on ne doute pas, il faut faire un autre métier. Hein. Eh bien, le politique ne l'a pas. Hein. Le politique est quelqu'un qui doit décider. Donc, comment déjà les deux cultures se rapprochent-elles l'une de l'autre? Alors, deuxième commentaire, c'est sur la communication. Je ne sais pas honnêtement ce qu'on aurait dû faire. Hein. Certains disent finalement le mot de on est en guerre, qui avait été prononcé par notre président, aurait dû aller jusqu'à, en guerre, il y a un ministère de l'information, et puis qui cadre tout, etc. C'était ridicule. On est la première grande crise, en tout cas sanitaire, et même peut-être globale, où il y a un tel niveau, je dirais, au niveau des réseaux sociaux, mais aussi, et vous l'avez bien vu, par exemple, des télés en continu, hein, qui ont joué un rôle important, d'information important. Tout n'est pas négatif. Hein. En particulier durant le mois de mars où tout le monde était confiné, c'était le seul, vous raccrochiez tous à regarder qu'est-ce qui était en train de se passer sur les chaînes télé en continu, et qui à partir de mi-avril, ont commencé à déraper, et ont commencé à dire finalement c'est l'audience qui nous intéresse, c'est donc le prix de la minute de publicité qui nous intéresse, et donc ce qui nous intéresse, c'est ne peut plus tellement amener l'information, mais c'est d'amener finalement le débat, pas pour le débat, mais pour qu'il y ait, je dirais, que les experts soient provoqués à donner des opinions différentes. Hein, c'est une construction voulue de la part de la chaîne TV. Moi, j'ai gueulé et j'ai envoyé X mots, mais il n'a pas bougé au CSA sur ce point-là, parce que je pensais qu'il y avait un problème éthique de l'information vis-à-vis d'un certain nombre de télés. Le maximum étant CNews, hein, qui a raconté tout et n'importe quoi en faisant passer des pseudo-experts. Bon, mais c'est très difficile. Comment rattraper ça? Les débats à la télé, pour avoir quand même beaucoup participé à un certain nombre de médias, j'ai arrêté d'ailleurs à partir du mois de janvier, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très... qui avait été important probablement pour les citoyens d'entendre une voix du Conseil scientifique après. Mais après, j'ai envoyé les plus jeunes pour y aller parce que je me suis dit, moi, je vais me faire piéger. Je vais rentrer dans une opposition ou pseudo-opposition scientifique et politique. C'est ridicule. Le citoyen, c'est pas ça du tout qu'il attend. Il attend qu'on lui amène, en effet, comme vous l'avez très bien dit, de l'information. Et dernier point de remarque, enfin de première réaction sur la crise. Vous avez évoqué tout à l'heure l'open data. C'est intéressant parce que c'est probablement la première crise où l'open data est arrivé à ce niveau-là. Et comme ça, sur le papier, c'est vraiment très bien. Ça nie ma génération qui a tout fait pour construire
une science qui était basée sur les reviews par ses pairs, avec des impact factors, enfin, etc., chose que vous avez connue aussi. Et là, on est rentré dans l'open data. Alors, c'est très bien, par certains côtés, d'avoir l'information, sauf que, il faut que vous sachiez que le nombre de publications en open data à l'occasion du Covid est 5 fois la totalité des publications sur le VIH-Sida qu'il y a eu depuis la pandémie de VIH-Sida. Donc vous voyez à quoi ça pousse. Ça pousse à ce que 95% des papiers en open data ne valent rien, ou valent pas grand-chose, ne sont pas ensuite reconnus par les pairs, ne sont pas, je dirais, avec le tampon de passer dans une grande revue. Donc, somme toute, ce qui était une très bonne intention de l'open data vis-à-vis de l'ensemble de la société, eh bien, s'avère finalement quelque chose qui ne sera pas du tout cohérent. Et moi, je vais en tirer des leçons pour la suite sur la vision réelle de l'open data. Merci pour toutes ces questions. Et du coup, ça me permet, pour y répondre, de repartir d'une question à laquelle on n'avait peut-être pas répondu tout à l'heure, qui était le pourquoi, qui est vraiment la question de base, en fait. C'est pourquoi faire participer les citoyens en situation de crise. Il y a une réponse évidente en termes de droit, hein. C'est un droit de tous les citoyens, c'est un droit fondamentalement démocratique et qui me semble d'autant plus important quand on est en situation d'incertitude. Comme ça vient d'être rappelé, il appartient aux citoyens de fixer les limites des décisions, de ce qui leur semble être des bonnes ou des mauvaises limites aux décisions, dès lors qu'il y a une incertitude qui existe. Il y a un deuxième élément qui est fondamental. Souvent, quand des responsables de projets viennent nous voir pour la participation, ils nous parlent d'acceptabilité pour faire passer leur projet, quoi, grosso modo. Et pour expliquer leur décision, pour expliquer que leur décision est bonne. En fait, la participation, il faut la penser à l'inverse. Ce n'est pas l'éclairage du décideur vers le citoyen, c'est l'éclairage du citoyen vers le décideur qui va permettre au décideur de mieux élaborer sa décision et de mieux la penser, parce que le citoyen va pouvoir lui faire part aussi de ses contraintes du quotidien, comme celles que vous évoquiez tout à l'heure. Et du coup, dans ce contexte-là, la question de la peur et des émotions est une question pleinement légitime. C'est vrai que souvent en France, l'émotion et la peur est présenté comme quelque chose d'illégitime, parce que irrationnel. On a toujours ce discours sur la rationalité. Or, c'est important dans un débat et dans une procédure de participation d'amener les émotions et les peurs à s'exprimer, surtout pour permettre aux personnes de dire pourquoi. Le pourquoi ils ont peur et pourquoi ils ont ces émotions, ce qui va permettre et d'éclairer la décision et peut-être de creuser des points auxquels on n'aurait pas pensé. Et ce qui m'amène à répondre à la troisième question, qui est la plus délicate, qui est celle de la désinformation, de la controverse et du contradictoire. Aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure en aparté, la question du droit à l'information est probablement le plus grand défi qu'on ait devant nous en termes de participation. C'est vraiment, on le sent, puisqu'on voit sur nombre de dossiers, dès lors qu'il y a dès lors qu'il y a un défaut de confiance à l'égard de la procédure participative, et quand il y a un défaut de confiance, c'est là où on a tout perdu, ça part toujours d'un problème d'information, toujours, systématiquement. Et donc, on a effectivement des tas de possibilités, le pluralisme et le contradictoire, qui est la base pour que chacun se fasse sa propre idée. On a mis en place, sur des sujets ultra sensibles, avec vous, des ateliers de controverse, enfin des clarifications de controverses qui permettent, sur les points de controverse les plus sensibles, d'expliquer pourquoi certains portent une position et pourquoi d'autres portent une autre position. Mais je trouve que le chantier du droit à l'information et de l'information, pour nous, collectivement, acteurs de la participation, il est encore un peu devant nous. Je suis très contente de la question sur les sentiments, l'émotion, parce que dans mon expérience, je peux dire que c'est central. Et
parce que vraiment, hein, quand tu n'as plus la maison, tu n'as plus l'école où aller amener ton enfant, tu te dis alors, et maintenant, c'est la peur, hein, c'est l'incertitude totale. Très bien, l'État était là, il nous a donné un toit sur la tête, de l'argent pour les dépenses dans les médias, tout ce que vous voulez. Mais les sentiments sont là. Tu entends un bruit et tu crois que c'est à nouveau le tremblement qui arrive. Hein. Et ça a passé comme ça parce qu'en 2016-2017, on a eu à nouveau des crises sismiques, pas tout à fait à l'Aquila, mais très proches de l'Aquila. Donc, les sentiments, c'est important. Et ce qu'on a pu trouver comme solution, mais ce n'est pas tout à fait une solution, mais ce qu'on a pu faire sur ce thème des émotions, c'est que on a remonté au radice profonde de la participation, qui doit être la vie quotidienne des personnes, qui est faite d'émotions, amour, peur, haine, regret. Il faut aller au fond pour que la participation, ça soit authentique. Alors, la question que je pose, c'est une question de quel savoir est important, à partir de quel savoir, de quelle connaissance il faut partir pour une participation. Bien sûr, je parle des sciences sociales, je suis géographe social, donc bien que je pense que toutes les sciences sont humaines et sociales, même peut-être la physique, la mathématique. Hein. Mais bon, je reste à la géographie sociale, à l'anthropologie, la sociologie. Alors, quel est le savoir que la géographie sociale peut avoir comme devoir d'aller chercher, d'aller construire, pour construire là-dessus des processus, des parcours de participation, pour appliquer tous les instruments, les méthodes qu'on connaît de participation. Quelle est la connaissance légitime pour déclencher des parcours de participation? Moi, la réponse que je me suis donnée pendant des années, pendant ces années de post-urgence, c'est la connaissance des personnes. Mais pas les personnes, les individus qui viennent à l'Assemblée, rentrent dans un rôle de représentants d'associations, de prochains candidats aux élections, ou je ne sais pas, hein, non, pas les personnes dans un rôle, mais la personne dans sa vie, donc les sentiments. Notre parcours a commencé avec un questionnaire. C'était un questionnaire terrible, terrible. Quand il y a un sociologue qui regarde notre questionnaire, dit « Non, ce n'est pas possible que vous avez administré ce questionnaire-là. » Oui. Pourquoi? Parce que c'était un questionnaire construit avec les personnes, sur la place. Quand on n'avait pas encore tous une maison. Et il y avait les questions qui nous concernaient. Où aller faire les dépenses tous les jours, où amener les enfants à l'école. Je répète, on n'a pas encore les écoles reconstruites à l'Aquila. Hein. Donc, j'insiste sur les écoles parce qu'il y a un problème. Alors, dans ce questionnaire, il y avait les questions qui étaient pertinentes à la vie de tous les jours. Et il y avait une question. Quand est-ce que tu penses de rentrer dans ta maison?
Donc, quand est-ce que tu penses de pouvoir avoir ta maison reconstruite? Une femme âgée, n'a pas répondu. Elle a pleuré. Pour la statistique, ça, c'est les données. La femme n'a pas répondu. OK, ne répond pas. Eh bien non, la vieille femme, elle a pleuré. C'est bien différent. Donc, la responsabilité des sciences, comme la géographie sociale, comme les sciences sociales, c'est d'aller à rattraper cette connaissance qui est diffusée, dispersée parmi les personnes, les individus. Et il n'y a pas de manuels, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de bases de données qui peuvent te parler de la vieille femme qui pleure à la question 14 du questionnaire. C'est ça la responsabilité des sciences sociales. Aller à rattraper, c'est un vocabulaire. Il y a Alié Martinez qui dit que les individus apprennent tout seuls ce dont ils ont besoin. Les vocabulaires qu'ils ont besoin pour se débrouiller, tout simplement, pour se débrouiller tous les jours. Si on part de là, la participation, ça peut être authentique. Et ça sort des circuits d'autoréférentialité, de beaucoup de procès de participation qu'on a vus, ou même dans la ville de l'Aquila, de scientifiques, de sociologues, psychologues, architectes, ingénieurs. On a vu tout à l'Aquila. On n'a jamais su comment c'était les résultats de ces recherches. Bon, moi, je peux aller chercher les papiers, l'article publié, mais les autres. Donc, on ne cherche pas la part entre pairs, la validation entre pairs. Je m'en fiche, excusez-moi le langage, je m'en fiche si mon collègue qui prend mon article pour valider si c'est bon ou c'est pas bon à publier. Ce que je cherche, c'est la validation par les personnes, les individus qui ont été objets de ma recherche, mais disons mieux, sujet de ma recherche. Merci. Je sais qu'il y a une autre question dans la salle et puis j'aimerais aussi vous poser la question qu'on voulait vous poser dès le départ. Donc, c'est plus pratique, on va faire plus vite. Bon, oui, moi je retrouve vraiment tout ce que vous avez dit absolument passionnant. Mais je ressors à cet état du débat quand même, je ressens une certaine forme d'impuissance collective, et y compris je m'inclus dedans. Parce que la vraie question, c'est lors de la prochaine crise, est-ce qu'on sera préparé en tout cas sur cette dimension? J'avais été très frappé par les déclarations de Jean-François Delfrécy sur le besoin de participation citoyenne qui avait été formulé extrêmement tôt, et force est de constater que rien n'a été fait dans ce modèle, et on comprend très très bien pourquoi. Mais on ne sait pas du tout comment faire pour ne pas être confronté de nouveau à cette situation lors de la prochaine crise, surtout qu'elles vont se multiplier, et surtout qu'on sait que les gouvernements sont très enclins à s'appuyer sur l'argument de l'urgence et l'argument de la crise pour justement restreindre la démocratie. C'est-à-dire ce sont des occasions non pas d'étendre la démocratie, mais des occasions de restreindre la démocratie. Alors sur le pourquoi, sur le constat, pourquoi ça n'a pas fonctionné, on a plein d'éléments. On a plein d'éléments de réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre en place de la participation citoyenne à un moment où la démocratie parlementaire, la démocratie représentative, la démocratie sanitaire, toutes les instances, la démocratie des intermédiaires, elle est mise en suspens. Ce serait très bizarre, c'est-à-dire elle serait vue avec beaucoup de suspicion, cette démocratie participative ad hoc qui se serait mise en place, c'est-à-dire si on avait par
par exemple, fait un conseil citoyen, comme on l'a tenté? Quelle légitimité de ce conseil citoyen? Comment pourrait-il prétendre remplacer tout le reste qui avait été... bon. Deuxième raison qui me paraisse accentuer la difficulté, la démocratie participative, ça se travaille dans la durée. Paradoxalement, ça se travaille dans la durée. On l'a bien vu pour la Convention citoyenne pour le climat. Il nous a fallu alors du temps pour instaurer la confiance, du temps pour mettre en place le dispositif, du temps pour mettre les citoyens au travail. Et là, il y a un déphasage complet de temporalité entre les demandes. Bon, alors. Et puis, ce qui a été très bien dit par une des personnes dans la salle, en plus, la situation de crise est une situation très révélatrice d'un état des institutions, et on sait très bien qu'aujourd'hui, on assiste à un processus constant, puissant de concentration du pouvoir au sein de l'exécutif et à l'affirmation d'une méthodologie politique d'autorité verticale qui n'est pas du tout compatible avec la participation. Donc voilà, on est armé pour le pourquoi. Et maintenant, sur le comment. Sur le comment, moi, je voudrais qu'on réfléchisse à ce que pourraient être les fonctions de cette convention citoyenne. On l'a dit, interpellation, peut-être mesure de la sensibilité. Est-ce que ça doit être aussi le lieu où s'organise le débat public, c'est-à-dire l'audition des différents arguments, la cartographie des différentes positions, et qu'on le fasse d'une manière bien qualitativement supérieure à celle que font les médias, hein, les médias traditionnels et a fortiori les médias. Mais voilà, moi j'aimerais avoir des éléments et demander à Jean-François Delfraissy. Alors évidemment c'est très compliqué. C'est rétrospectivement faire de la rétro-histoire. Rétrospectivement, compte tenu de sa position d'observateur clé, qu'est-ce qui aurait été le plus utile pour contrebalancer la solitude des gouvernants, pour informer les citoyens? Quel type de dispositif? Est-ce qu'on peut dire des choses là-dessus? Quel type de dispositif? Alors, le moment, il aurait fallu qu'il arrive très très tôt, mais quel type? Est-ce que, par exemple, on voit bien qu'entre un petit panel citoyen tiré au sort et ce qu'aurait pu être par exemple la mission confiée à la Commission nationale du débat public d'organisation d'un vrai débat public contradictoire, régulé sur les différentes positions en présence et sur l'information pertinente, voilà, il y a plein de possibles et lequel aurait fonctionné. Merci beaucoup. Il a quand même anticipé les deux questions que vous voulez poser, comme quoi à la salle des fois on est très en phase. C'est un peu la question que je voulais aussi vous poser à la fin sur la suite et s'il y a une prochaine crise, compte tenu du fait qu'on est déjà dedans. Donc je vous invite peut-être à réagir à ces questions-là, mais aussi à celle de, vous avez tous évoqué la question de cet éclairage citoyen qu'il faut reconnaître en tant que tel, mais est-ce que cet éclairage, et c'est à quoi je vous demande à tous les quatre de répondre, peut être pris en compte dans un moment où il faut être réactif, rapide, ou est-ce qu'on doit le balayer avec un revers de la main? Est-ce qu'il est possible, cette autre forme d'éclairage, de la prendre en compte? Est juste et possible? Et si oui, comment? Et puis la dernière question, qui rejoint donc celle de Loïc. On sait qu'on est encore dans une crise sanitaire, mais lors de la prochaine, d'une autre nature, quelle est peut-être la meilleure manière, le comment, de s'y prendre pour intégrer du coup cet éclairage citoyen? Et je pense que c'est sous ces dernières interventions qu'ensuite on remerciera la salle. Donc je vous laisse utiliser le micro qui est là. Je garde le mien pour réguler un peu la parole parce qu'on est dans les dernières minutes. Donc je vous en prie. Moi je veux bien prendre le micro. D'abord, il faut aussi qu'on arrête de se tirer une balle dans le pied et qu'on se dise, mon Dieu, en France, on a été mauvais sur cet aspect-là. Si je regarde ce qui s'est passé en Europe, et a fortiori dans des grands pays comme le Canada, comme les US, comme un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, etc., on est plutôt meilleur. Hein. On n'est pas terrible, mais on est plutôt meilleur. Bon. Donc il faut aussi quand même de temps en temps, et on va d'ailleurs atterrir, regardez après avoir tiré sur le modèle français de type de réponse, etc., on est en train d'atterrir à un niveau, je dirais, purement sanitaire en tout cas, et même par certains côtés économiques, à un niveau qui est plutôt dans le premier quart des pays européens largement. Bon. Sur cette question, faut-il finalement, est-ce qu'en cas de crise, y a-t-il la place pour une discussion citoyenne?
Moi, je dis oui. Non, je réponds, je dis oui. Mais elle doit être aménagée et adaptée. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en effet, avoir une vision de réflexion comme on a sur 3-4 ans quand on a le temps devant soi. C'est autre chose. Il faut trouver d'autres moyens. Et donc, c'est la leçon qu'on doit tirer un petit peu de cela. Est-ce que... quelle est la fonction, à mes yeux, de... Je partage pas... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'ensemble de la table sur la vision de la participation citoyenne en général. Hein. À mes yeux, mais c'est là où c'est mon côté expert, ou mon côté un peu sachant, entre guillemets, moi j'y vois un intérêt très pragmatique qui est, bien sûr, il y a de discussion en soi est intéressant, mais surtout ça permet, par rapport à quelque chose de difficile, de complexe, d'aller expliquer et d'avoir le retour des citoyens qui éclairent l'expert et qui lui permettent finalement d'aboutir à un certain nombre de conclusions qui ont été nuancées, éclairées par le citoyen. Mais les idées, sur un certain nombre de points très, très, très difficiles, elles ne viennent pas des citoyens, il ne faut pas rêver. On ne va pas transformer en biologiste moléculaire l'épicier du coin. Il faut arrêter aussi de se dire que tout le monde va pouvoir répondre à toutes les questions en permanence. Mais ça permet, en expliquant les questions, de dire « Ok, vous avez pensé à tel point difficile, eh bien moi je vous dis que ça ne colle pas du tout, on ne comprend rien à votre jargon, on ne comprend rien à ce que vous avez écrit, il y a tel point qui n'a pas été pris en compte. » Ça permet de nuancer, dans une situation de crise, un certain nombre de décisions. Et c'est là où je vois l'éclairage qui aurait pu être fait. Regardez, sur des grands sujets, les écoles, d'écouter une série des associations de parents d'élèves, aurait été probablement un peu judicieux à certains moments, pas au moment du mois de mars, mais à la reprise, en octobre, maintenant, en ce moment, où il y a de nouveau une discussion autour de la circulation virale dans les écoles, on voit bien l'intérêt que pourrait apporter. Le vaccin, on en a parlé tout à l'heure. Les EHPAD, deuxième génération. Hein. Les EHPAD, il y a eu, c'est un de mes grands mal-être, hein, ce qui s'est passé dans les EHPAD sur la première vague. Mais il y avait la deuxième vague sur laquelle on aurait pu probablement mieux écouter, en écoutant directement au niveau des familles, etc. Donc je vois bien comment, y compris, pas probablement au début de la crise, mais juste après, ces crises sont finalement toujours un peu plus longues qu'on ne l'imagine. Regardez où on en est là maintenant. Eh bien, il y a une position, il y a une possibilité d'avoir une voix citoyenne. C'est ça mon regret. Alors, la manière de le faire, il faut c'est sur la table. Hein, on est encore dans la crise, donc c'est complexe. Il faudra en tirer un certain nombre de leçons. Pas d'usine à gaz à la française. Hein, un truc un peu simple, hein, qui permet de recueillir. Et puis, vous avez à l'intérieur quand même de l'expertise. Je citais tout à l'heure, dans notre groupe, mais dans d'autres aussi, la plupart des pays ont finalement mis aussi des gens de sciences humaines et sociales, qui sont aussi des sciences, hein, dans une certaine mesure, et qui ne sont pas... on est bien d'accord. Hein, bon. Hein, on est bien d'accord. Bon, qui ne sont pas... Non, je veux dire par là que vous n'êtes pas seulement des personnes qui sont en train d'avoir un regard très philosophique pour accompagner et très critique vis-à-vis des modèles. Hein. Mais vous êtes aussi dans de la construction de la science en sciences humaines et sociales. C'était ça ma nuance. Bon. Et je veux dire qu'on a, on a tout pour poser sur la table, là, et dans les mois qui viennent, finalement, de dire, voilà ce qui nous a manqué, voilà qu'est-ce qui pourrait être fait avec quelque chose qui n'est pas trop lourd. S'il faut passer par le CESE, moi je ne suis pas très chaud, hein, parce que ça va être une usine à gaz. Hein. Par exemple, hein, s'il faut monter un énorme truc avec le CESE, je ne suis pas chaud du tout. Hein, et le CESE est fait pour d'autres choses, hein, mais pas pour répondre à une question de crise de ce type. Il faut qu'on trouve un certain nombre de moyens. Les Anglais, les Canadiens ont quelques idées là-dessus et ont commencé à en discuter au niveau des conseils scientifiques européens parce qu'on se parle beaucoup. On a une réunion une fois par semaine sur le sujet, sur le sujet en général. Bon. Donc il faut aussi profiter un peu de l'expertise des autres. Les Italiens, par exemple, ont des choses intéressantes aussi. Et puis qu'on commence à tirer des leçons là, maintenant, et je dirais qu'on est un bon J0 aujourd'hui. Merci beaucoup. Audrey Libaud-Olivet, j'aimerais bien vous entendre aussi sur ces questions est-ce que l'éclairage citoyen dérange la réactivité de décideurs et comment faire? Alors, c'est la Ligue des
spécialiste de la biologie moléculaire, donc du coup, je continue. Non, mais les autres scientifiques que non, mais ce sont les meilleurs. On a dit tout à l'heure qu'il y avait le sujet de l'information, et puis on a parlé aussi finalement de l'importance de cette participation, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était, et vous avez commencé à le dire, Monsieur Delfraissy, c'est en quoi c'était important pour la science d'avoir ce retour-là. Et ça, c'est vrai que c'est un point majeur. C'est pas juste qu'il faut faire de la participation parce que c'est bien, ils vont peut-être comprendre, ils vont arrêter de nous casser les pieds, ils vont arrêter de poser des questions. Non, c'est pas ça le sujet. C'est comment ça va rendre les expertises, l'information scientifique, elle va être plus robuste. Donc il y a un enjeu, justement, qu'ensemble on peut rendre cette information plus robuste, surtout quand il y a autant de controverses, surtout quand il y a autant d'incertitudes. L'idée, c'est pas de les cacher sous le tapis. L'idée, c'est qu'ensemble, on puisse les mettre en lumière pour que, qu'on puisse voir aussi, finalement, est-ce que ces pistes de recherche-là, elles sont intéressantes ou pas. Pouvoir dire, cette public-là qui est en open access, est-ce qu'elle est solide? Est-ce que voilà. Et ça, cette expertise-là, on peut la faire ensemble. On n'a pas parlé non plus vous avez commencé à l'esquisser, de l'importance de cette échelle territoriale aussi. Parce que sur l'échelle territoriale, il y a un enjeu qui se passe. Et vous avez dit tout à l'heure, on a vu des villes sur le sujet Covid aussi qui ont pris le sujet à bras-le-corps. Historiquement, soit les élus locaux, ils appuient leurs décisions, c'est la légitimité de l'expertise, soit c'est sur la légitimité de démarches concertatives, etc. Et en fait, il faut penser à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de mettre ces deux légitimités-là ensemble, et qu'ensemble, il y ait de la co-construction d'expertise, de la co-construction de diagnostic, et avec les élus sur le territoire, de la co-construction de solutions. Et là, ça sera encore plus robuste. Et puis, ça sera plus simple aussi pour le décideur, parce qu'en général, il a un empilement d'expertise qui disent blanc, qui disent noir, qui disent vert, qui disent jaune. Et lui, après, il fait comment pour faire son arc-en-ciel? C'est chaud. Donc, il y a ça. Un autre point aussi que je voulais pointer, mais on aurait envie de discuter ensemble pendant des heures. On a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut inventer quand on est en cas de crise? Où est-ce qu'on peut aller chercher? Est-ce que c'est la CNDP? Ça serait certainement une très bonne idée. Est-ce que c'est le CESE? Certainement aussi une bonne idée, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas dans les acteurs qui vont être des acteurs de la crise, dont on sait qu'ils seront des acteurs de la crise, qu'il faut diffuser cette culture de la participation, cette culture du dialogue, cette culture de l'interaction avec la société civile, pour qu'au moment de la crise, ils essayent de ne pas l'oublier. Donc en fait, le sujet, c'est pas comment le citoyen, on peut l'amener à participer, comment on peut l'informer, comment on peut faire en sorte qu'il ait telle ou telle attitude pendant la crise. Non, c'est à nous, les gens qui allons être des acteurs de la crise, de nous réinterroger, de nous former et d'être prêts pour cette nouvelle crise. C'est à nous de faire ce travail-là. Merci beaucoup. Lina Calandra, je vous laisse aussi répondre. Si tu veux passer le micro. Non, je peux juste ajouter un élément parce que vraiment je suis d'accord sur l'échelle territoriale. En effet, je me suis située à l'échelle territoriale. Ça, je crois que c'était évident dans mes interventions. Et de trouver les solutions inaudites. Bien sûr, donc la participation, ça doit servir à ça. Ce n'est pas question que chacun peut dire ce qu'il veut sur questions complexes. Et ma parole, c'est la même de qui n'en a. Bon. Je voudrais ajouter cet élément-là, l'éducation. L'éducation. Et il faut insister, il faut travailler sur l'éducation. Dans la manière même, au moins en Italie, c'est structurer la classe, c'est structurer la leçon jour par jour.
l'éducation. Si on ne parle pas de l'éducation, on aura toujours une crise dans laquelle on se dira « Ok, la prochaine fois, on fera comme ça, on fera mieux, on va se doter des instruments, de méthodes, de procédures. Hein, » mais ça va recommencer le cycle à nouveau. Je crois qu'une réflexion sur participation et éducation à tous les niveaux, hein, ce n'est pas seulement à l'école, mais à tous les niveaux, il faudrait le faire. Merci beaucoup. Chantal, alors est-ce que c'est la CNDP, cet organe qui va réussir à organiser cet éclairage citoyen en temps de crise? Voilà, quelle est ta réponse sur la question de cet éclairage et comment on pourrait l'organiser lors d'une prochaine crise, par exemple? Merci. Oh, c'est plus qu'une question d'institution. Mais la question de Loïc sur le comment et l'opérationnel, c'est toujours quand même la question centrale, parce qu'on sait bien répondre au pourquoi, mais le comment est la question centrale. Donc il y a déjà un élément de réponse important qui est apporté sur la nécessité de diffuser la culture de la participation qui fait peur aux experts. Hein. C'est quand on a des débats publics, je trouve que les résistances, elles viennent souvent plus des experts que des élus. Et donc ça, c'est un premier point. Il y a des choses qui se font actuellement, mais ça, c'est une action de longue durée. Et ensuite, quand on regarde ce type de crise, il y a deux échéances. Il y a l'urgence de l'immédiateté de la première décision, qui était celle, par exemple, du confinement. Qui bien évidemment ne permet pas de faire de la participation puisque le délai est absolument pas compatible, mais qui peut se préparer parce que cette première décision, elle pose comme question, c'est quoi les limites que les citoyens vont accepter ? C'est quoi les limites à la mise entre parenthèses de leurs droits qu'ils vont accepter sur cette première décision ? Et ça peut se préparer avant, dans la durée, avec soit évidemment du débat public peut-être classique, mais dans le temps, les choses peuvent évoluer. Soit aussi, il y a des instances qui existent. On a le Conseil national de la santé qui travaille maintenant avec des avis de citoyens et qui pourrait tout à fait le faire pour vraiment avoir quelque chose d'assez clair. Et ensuite, on a un deuxième temps qui est le temps pendant la gestion d'une crise qui est longue. Enfin là, on le voit, hein, c'est une crise qui, on n'y croyait pas au départ, mais enfin, elle a quand même duré maintenant plus d'1 an et demi. Et dans cette durée de crise, il va y avoir des décisions à prendre pour sortir de la crise. Et puis, il va y avoir le post-crise. Il y a eu quand même un plan de relance, par exemple, sur qu'est-ce qu'on fait ensuite. Là, on a largement le temps d'organiser des procédures participatives, soit classiques, soit différentes. Mais on a largement le temps d'organiser des procédures pour justement préparer ce comment de gestion de la crise dans la durée et du post-crise, ce qui n'a pas été fait. Or, c'était vraiment tout à fait possible de le faire. Donc, c'est vrai qu'on nous oppose souvent cette question de l'urgence, mais si on met les choses sur la table de manière simple et en se disant, bah, voilà, c'est quoi concrètement les questions qui se sont posées, on a les réponses possibles sur le comment. Et donc, c'est vrai qu'on devrait sans doute beaucoup plus se prononcer sur le comment pour, au-delà du droit, au-delà du pourquoi on le fait, pour montrer effectivement qu'on est ces arguments qu'on nous oppose systématiquement sur l'urgence sont vraiment des arguments qui sont malfaisants. Enfin, mettre la démocratie entre parenthèses avec de tels arguments, c'est quand même un peu scandaleux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a s'il y a d'autres questions par le public, si vous voulez? Oui, alors il y en a une là, et puis on va clôturer. C'est pour revenir vraiment vers vous tout à la fin. Il y a un message que j'entends à la radio tous les jours, qui est un message du gouvernement et qui est « on peut débattre de tout sauf des chiffres ». Alors, je comprends bien ce que ça veut dire, mais je me demande si ce n'est pas contre-productif de tenir ce genre de discours officiel et de le rabâcher tous les jours, parce que je me demande si ça ne peut pas nuire au développement des sciences participatives, qui, à mon avis, peut être aussi une réponse sur le long terme pour affronter un certain nombre de crises, de faire participer les citoyens dans la construction des programmes de recherche. Voilà. Okay. Donc, la production aussi de la donnée de la part des citoyens, leur lecture, leur gestion. Audrey, ou ça, vous voulez intervenir? Oui. D'autres questions encore? Oui.
une participation qui résout des problèmes très concrets, très pragmatiques, urgents, on va dire, mais qui fait du bien, qui relie, qui apaise. En Centre-Val de Loire, on est sur l'animation d'un réseau de citoyens, les porte-voix, activateurs de citoyenneté. On les accompagne sur une dynamique. Ils se demandaient mais quel outil pour activer nos territoires, et on explore avec eux ce que pourraient être des maisons citoyennes, des effervescences citoyennes, on ne sait pas encore, mais cette notion de cette citoyenneté qui fait du bien, cette citoyenneté qui fait grandir, cette citoyenneté qui répare, qui réconcilie avec le politique et qui, à sa dose, est une graine de transformation politique, revient. Et ça fait, je trouve, écho à plusieurs de vos interventions. Merci beaucoup. Je vais prendre la dernière question, l'avant-dernière question, parce que j'ai une autre là. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce débat. Moi, à la fin de ce débat, une remarque, ce que je me dis, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est est-ce que la participation citoyenne, elle n'est pas essentielle en temps de crise, et c'est pas l'inverse. Que faire de la participation citoyenne en temps normal? Parce que... Est-ce qu'on connaît un temps normal? Depuis des années, les crises se succèdent, comme vous le dites. Et ce que je me disais dans la question de la pédagogie, que ce soit des scientifiques ou des élus, etc., est-ce qu'il n'y a pas un moment où il est nécessaire de reconnaître l'incertitude et de chercher par d'autres moyens, dont la participation citoyenne avec des modalités précises, à éclairer en fait comment on se projette en tant que société dans le futur, quels que soient les enjeux des crises. Merci. Merci beaucoup. Comme quoi, quand la jeunesse parle, des fois, c'est hyper percutant. Alors là-bas... Bonsoir à toutes et tous, David Protet. Juste une observation sur la notion d'anticipation. Est-ce qu'on ne pourrait pas accentuer la réflexion sur l'anticipation de ces crises? Parce qu'on entend souvent l'argument on ne peut pas, on est en temps d'urgence parce que la crise est là et on n'a pas le temps d'eux. Mais quelque part, une crise sanitaire, je suis désolé, mais l'idée qu'on puisse attraper une maladie parce que quelqu'un tousse et qu'on respire et qu'elle se diffuse au niveau mondial parce qu'il y a des avions, était largement identifiée. Il y avait déjà des scénarios de crise de la sorte qui étaient travaillés dans le monde du sachant et de l'expertise. La crise climatique, les tremblements de terre, les inondations, les feux, on les connaît tous. Dans le monde nucléaire, je me permets, mais j'ose espérer qu'il y a des plans qui n'ont pas encore été mis en œuvre en France, mais de réaction à des crises majeures. Dans quelle mesure on ne peut pas quand même anticiper et avoir une forme d'agilité dans des démocraties, agilité au sens noble, pas celui utilisé par le monde du management pour justifier l'inorganisation, mais plutôt dans le sens d'être prompt à réagir, se donner les capacités de pouvoir réagir en avance de phase et non pas, encore une fois que la crise est là, alors qu'elle est largement identifiée depuis des décennies. Merci beaucoup. Je vous demande vraiment des réactions, un retour très rapide d'1 minute, parce que pour rester dans les temps impartis et pouvoir continuer ensuite de dérouler le programme. Alors, sur les chiffres, on peut débattre des chiffres, on peut débattre de comment on les calcule, des codes de calcul, on peut tout ouvrir, et c'est ça notre boulot de scientifique, de pouvoir ouvrir tout ça et de se reposer aussi des questions, du coup, grâce aux citoyens, que finalement on ne se posait plus, parce qu'en fait, ça fait des années qu'on utilise ce processus ou ce code. Donc oui, on peut débattre de tout, et je pense qu'effectivement c'est important aussi pour les co-constructions de programmes de recherche. Sur l'anticipation, oui aussi, il y a plein de plans, plein de fiches réflexes, plein de tout ce qu'on veut dans tous les sujets, mais peut-être qu'il faut qu'on les re-regarde à la lumière de ce qui s'est passé là, et qu'on les regarde peut-être avec d'autres lunettes, et peut-être avec d'autres acteurs. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûre si je comprends les questions, mais je veux rester sur une question. Non, peut-être 2 questions. Bon, fait du bien la participation, oui. C'était ça la seule chose qui nous a sauvés, même si on n'arrivait pas à tout résoudre, parce que c'est impossible.
Ce n'est même pas dans la nature humaine de tout résoudre. Donc, c'est bien là le défi. Donc, ça fait du bien, en effet, à l'Aquila. Le problème, c'était de recoudre la socialité, parce qu'on était dispersés, on était chacun pour soi, chacun avec son problème. Donc là, ça marchait. Puis les résultats spécifiques, ça change les partis politiques, ça change, et on ne peut pas. Pourquoi la participation en temps normal? Mais pour construire la participation en temps de crise. C'est en temps normal qu'on prépare la possibilité de participation pendant une crise. Chantal. Déjà, merci. Je vais répondre à la dernière question de David sur l'anticipation. Et quand David a posé cette question, ça m'a fait penser que dans une vie antérieure, j'étais sous-préfet et on avait une centrale nucléaire et donc on avait des risques, on avait régulièrement des exercices nucléaires avec un plan de prévention. Et en fait, ça marchait jamais. C'est-à-dire que quand on avait des exercices, concrètement, ça marchait pas. Les gens n'entendaient pas la sirène, ils pensaient qu'il fallait manger toutes les pilules d'un coup. Enfin bref. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, jamais ces plans n'ont été construits avec la participation du public. Mais jamais. Et donc là, on a un exemple, effectivement, et c'est marrant parce que c'est grâce à la question de David que j'y pense, mais on a un boulevard, effectivement, sur de la participation du public, sur des choses très concrètes, qui est tous ces fameux plans de prévention qu'on a en stock dans les préfectures et qui, malheureusement, se révèlent souvent difficilement applicables quand ça se produit réellement. Et deuxième question à laquelle je souhaitais répondre, qui était sur, pas une question, mais la remarque, sur la participation qui apaise, oui, ou alors parfois elle révèle des conflits, et qui réconcilie avec le politique. Alors là, ça dépend du politique. Si il entend ce qui lui est dit, oui. S'il ne l'entend pas, non. Et ça, vraiment, quand on n'écoute pas la parole du public, ça se passe rarement bien. Merci beaucoup. Je tenais juste, avant qu'on se quitte, à vous dire qu'on est ici sous toutes et tous presque actrices, acteurs, théoriciens, théoriciennes de la participation. Et ce débat riche qu'on a entendu ce soir peut-être nous appelle aussi à commencer à proposer, à réfléchir à d'autres manières de faire valoir la participation dans la gestion de cet irréversible qui ouvre tout type de crise. On ne peut plus revenir en arrière. Ça arrive avec un tremblement de terre, avec une crise sanitaire, il y a quelque chose qui se casse. Comment la participation peut gérer cet irréversible? On a aussi peut-être cette petite part de responsabilité. Donc ne nous privons pas de réfléchir à cette question, de faire des propositions, parce que le comment est une question très pertinente. Donc on vous laisse aussi avec cette petite graine, on l'espère, de proposer la manière pour gérer les questions de crise et d'urgence. Je remercie toutes et tous d'avoir été là et on vous donne rendez-vous la prochaine fois.